Le jour où ma femme a quitté notre maison pour découvrir une nouvelle vie, elle croyait pouvoir revenir quand elle le voudrait. 3 mois plus tard, elle est revenue avec une valise et une certitude, tout l'attendait encore. Mais lorsqu'elle a franchi notre porte, elle a découvert que quelqu'un d'autre vivait déjà dans sa maison. Et cette personne était la dernière qu'elle aurait imaginée. On dit que certaines personnes ne réalisent la valeur des choses qu'une fois qu'elles les ont perdues. Mais ma femme n'a pas seulement perdu ce qu'elle avait, elle l'a offert à quelqu'un qui savait l'apprécier. Je m'appelle Thomas Bernard. J'ai 29 ans et je suis administrateur réseau senior dans une boîte de tech du centre-ville de Lyon, avec un salaire de 78 000 $ par an. Pas mal pour un gars qui a commencé en réparant des ordinateurs dans son garage. Mais tout ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai été marié pendant 7 ans à mon amour de lycée, Camille. Le mot-clé ici est « été ». Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé, car comprendre nos débuts rend la suite beaucoup plus douloureuse. J'ai rencontré Camille en première, en cours de chimie. Imaginez la scène, moi, le gamin discret passionné d'informatique, avec de grosses lunettes et une anxiété sociale palpable, en binôme avec la fille la plus populaire du lycée pour un projet qui durait tout le semestre. Camille était tout ce que je n'étais pas, sûre d'elle, extravertie, d'une beauté naturelle avec ses longs cheveux blonds et un sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Elle avait besoin d'aide en chimie. J'avais besoin que quelqu'un me parle sans me regarder comme si j'étais une expérience de laboratoire. Ce qui a commencé par des sessions de révision à la bibliothèque s'est transformé en quelque chose de réel. Elle riait de mes blagues scientifiques nulles. Je l'aidais à comprendre les structures moléculaires. Lentement, contre toute attente, nous sommes devenus amis. Puis, plus que des amis. Au bal de promo, nous étions inséparables. Elle m'avait choisi, moi, le nerf de l'informatique, plutôt que le capitaine de l'équipe de foot qui la courtisait depuis des mois. L'université a failli nous séparer. Elle est partie à l'université publique pour des études de communication. Je suis resté à Lyon pour l'informatique. 2 heures de distance, ça aurait pu être 2 planètes différentes. Mais on a tenu le coup, avec des visites le week-end, des appels quotidiens et cette fois naïve que seul un amour d'adolescent peut entretenir. Quand elle a eu son diplôme, elle est revenue. Quand j'ai eu le mien, je l'ai demandé en mariage. Notre mariage a été simple et parfait. Nous avions tous les deux 22 ans, debout dans le jardin de ses parents sous des guirlandes lumineuses, à nous promettre l'éternité. Son père l'a accompagné jusqu'à l'autel, les larmes aux yeux. Sa mère a pleuré pendant toute la cérémonie. Même sa petite sœur, Élodie, sanglotait dans ses mouchoirs. Tout le monde croyait en nous. Et moi aussi, j'y croyais. Les premières années étaient tout ce dont j'avais rêvé. Nous avons acheté notre première maison ensemble. Enfin, je l'ai achetée. J'économisais depuis le lycée, enchaînant les petits boulots et vivant chez mes parents pour constituer un apport. La maison avec ses 3 chambres dans une banlieue résidentielle n'était pas luxueuse, mais elle était à nous. Je l'ai mise uniquement à mon nom, en utilisant mes économies d'avant le mariage, mais ce n'était qu'une formalité administrative. Dans mon cœur, tout ce que j'avais était à nous. Camille a quitté son poste de réceptionniste après notre 2e année de mariage. Je veux me concentrer sur la construction de notre foyer, avait-elle dit, et cela me semblait parfaitement logique. Elle préparerait le dîner, s'occuperait de la maison, peut-être confondrait bientôt une famille. Je l'ai soutenue sans réserve. Mes parents m'avaient montré ce qu'était un vrai partenariat, mon père travaillait comme mécanicien, ma mère comme infirmière, et tous deux contribuaient à leur manière. Je pensais que Camille et moi partagions cette même vision. Pendant un temps, c'était le cas. Mais aux alentours de notre 6e année de mariage, les choses ont commencé à changer. Des changements subtils au début, faciles à ignorer. Camille s'est inscrite à une salle de sport et y allait religieusement, 5 jours par semaine. Elle a commencé à sortir plus souvent avec ses amis, des soirées entre filles qui se prolongeaient de plus en plus tard. Elle rentrait en sentant l'alcool et la cigarette, riant d'histoires qu'elle ne m'expliquait jamais complètement. « Tu devrais venir avec nous un de ces soirs », je suggérais, et elle balayait ma proposition d'un geste de la main. « C'est juste des discussions de filles, Thomas. Tu t'ennuierais. » Elle a commencé à faire des remarques qui me tordaient l'estomac. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je ne m'étais pas casé si jeune, disait-elle en parcourant Facebook, regardant les photos de ses amis d'université dans des bars ou à des concerts.
J'ai l'impression d'avoir raté tellement de choses. Son téléphone est devenu une extension de sa main, toujours posé face contre table, toujours avec elle dans la salle de bain, toujours silencieux quand j'étais là, mais vibrant constamment quand elle pensait que je ne faisais pas attention. Quand je lui posais des questions sur les textos tard le soir, elle disait que c'était le travail, la famille ou des amis avec des problèmes de couple. J'ai proposé des soirées en amoureux, des week-ends en escapade. Elle avait toujours des excuses, trop fatiguée par le sport, des projets avec ses amis. Peut-être la semaine prochaine, Thomas, répondait-elle systématiquement. Le pire, c'est qu'elle me faisait passer pour un fou quand je remarquais son changement. Quand je lui disais qu'elle semblait distante, elle m'accusait d'être collant. Tu te fais des films, était devenue sa phrase préférée. Mon éducation m'avait appris que l'engagement signifiait quelque chose, qu'un mariage n'était pas jetable. Mes parents étaient ensemble depuis 32 ans. Ils m'avaient montré ce qu'était le véritable amour, stable, fidèle, durable. Je pensais que Camille partageait ces valeurs. J'étais un idiot. Ce dernier mardi matin, 7 ans après notre mariage, je me suis réveillé dans un lit vide. Le côté de Camille était froid. Je l'ai appelé. Pas de réponse. En descendant, j'ai vu un papier plié sur la table de la cuisine avec mon nom dessus. Je l'ai ouvert, j'ai lu la première ligne, et mon monde entier s'est effondré en l'espace d'un battement de cœur. Thomas. Je t'aime, mais je ne peux plus continuer comme ça. Je me suis marié trop jeune et je n'ai jamais été avec personne d'autre que toi. J'ai besoin d'explorer d'autres options avant de pouvoir m'engager à avoir des enfants et à passer le reste de ma vie avec une seule personne. Je vais rester chez des amis pendant un certain temps pour y voir plus clair. S'il te plaît, n'essaie pas de me contacter. J'ai besoin d'espace pour découvrir qui je suis quand je ne suis pas l'épouse de quelqu'un. Je reviendrai quand je serai prête à parler de notre avenir. Camille. Je l'ai lu 3 fois avant que les mots ne pénètrent vraiment. Chaque lecture était comme un nouveau coup de poing dans le ventre. Le détachement clinique de ces mots. La façon dont elle parlait de notre mariage comme d'un abonnement qu'elle pouvait mettre en pause à sa convenance. La certitude que je serais là à l'attendre, comme un chien fidèle, quand elle déciderait que son exploration était terminée. Mais ce qui m'a le plus anéanti, c'est cette dernière phrase, « Je reviendrai quand je serai prête ». Pas si elle revenait, mais quand. Comme si c'était une évidence que je serais toujours là, que notre mariage serait toujours là, qu'elle pourrait simplement revenir dans la vie qu'elle avait abandonnée quand bon lui semblerait. Le plus étrange, c'est le calme que j'ai ressenti. Je ne pleurais pas, je ne criais pas, je ne jetais rien. J'étais juste vide, anesthésié. Comme si mon système émotionnel avait surchargé et s'était mis en veille. Je me suis habillé, je suis allé au travail, j'ai assisté à des réunions, j'ai résolu des problèmes de réseau, j'ai répondu à des emails. J'ai fonctionné comme un être humain tout en me sentant complètement déconnecté de tout ce qui m'entourait. Ce soir-là, j'ai appelé les parents de Camille. Laurent Dubois a répondu à la 2e sonnerie. Thomas, comment vas-tu, mon garçon, m'a-t-il salué chaleureusement. Laurent, je dois te dire quelque chose. Camille est partie ce matin. Elle a laissé une lettre disant qu'elle avait besoin de voir d'autres gens avant de s'engager dans notre mariage. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Quoi? Sa voix était à peine un murmure quand il a finalement répondu. Elle a dit qu'elle s'était mariée trop jeune et qu'elle devait voir ce qu'il y avait d'autre avant d'avoir des enfants avec moi. Mon Dieu, Thomas. Je suis tellement désolé. C'est. Je ne sais même pas quoi dire, a-t-il répondu, et je pouvais l'entendre respirer lourdement. Elle t'a appelé? Elle t'a donné des explications? Aucun contact. La lettre disait de ne pas la joindre. C'est insensé. Isabelle va devenir folle. Tu as parlé à Élodie, a-t-il suggéré. Élodie. La sœur cadette de Camille. 26 ans, assistante dentaire, avec une vie bien plus stable que celle que Camille semblait vouloir. Élodie avait toujours été adorable avec moi, elle semblait sincèrement m'apprécier en tant que personne, et pas seulement me tolérer comme le mari de sa sœur. Pas encore. Je voulais vous appeler en premier. Thomas, écoute-moi. Tu fais partie de la famille. Quoi qu'il arrive entre toi et Camille, tu seras toujours de la famille pour nous. Ce n'est pas normal. Ce qu'elle fait n'est pas normal, a-t-il déclaré fermement.
Après avoir raccroché, j'ai fixé mon téléphone pendant 10 minutes avant d'appeler Elodie. Thomas? Elle semblait surprise en répondant. Est-ce que tout va bien? A-t-elle demandé avec inquiétude. Pas vraiment. Camille est partie ce matin. Elle a laissé une lettre disant qu'elle avait besoin de voir d'autres hommes avant de s'engager dans notre mariage. Elle a fait quoi? Le choc dans sa voix était authentique, total. Thomas, non. Oh mon Dieu, tu es sérieux. J'ai la lettre juste ici. C'est de la folie. Ce n'est pas. Mon Dieu, je savais qu'elle était bizarre ces derniers temps, mais je n'aurais jamais pensé. Sa voix s'est éteinte, puis est revenue plus forte. Est-ce que tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? De compagnie? À manger? Je peux passer. Tu n'es pas obligé, ai-je commencé à protester. Je prends déjà mes clés. Donne-moi 20 minutes, m'a-t-elle interrompu avec détermination. Elodie est arrivée en 18 minutes avec des sacs de nourriture thaïlandaise, mon plat préféré, ce dont elle s'était souvenue des dîners de famille. Elle m'a regardé sur le pas de la porte et m'a immédiatement pris dans ses bras. Une étreinte qui a duré plus longtemps que ce qui était probablement convenable pour une belle-sœur. Mais c'était la première chaleur humaine que je ressentais de la journée. Nous nous sommes assis sur le canapé à manger du pad thaï en essayant de donner un sens à ce que Camille avait fait. J'avais remarqué qu'elle était agitée, a admis Elodie à voix basse. Elle n'arrêtait pas de se plaindre de s'être casée trop jeune, d'avoir l'impression d'être passée à côté de sa vingtaine. Mais Thomas, je lui ai dit qu'elle était ridicule. Je lui ai dit que tu étais un type génial et qu'elle devrait apprécier ce qu'elle avait. Tu lui as dit ça, ai-je demandé, surpris. Plusieurs fois. Elle se lançait dans des tirades sur le fait que toutes ses amies célibataires vivaient des aventures alors qu'elle était coincée à jouer à la maîtresse de maison. Je n'arrêtais pas de lui dire que ses amis étaient aussi seuls et sortaient avec des nuls, et que ce que vous aviez, vous deux, c'était réel. Au cours des semaines suivantes, Elodie est devenue ma bouée de sauvetage. Elle prenait de mes nouvelles tous les jours, parfois juste un texto pour s'assurer que je mangeais, parfois en débarquant avec le dîner ou en m'invitant à prendre un café. Jamais je n'ai senti de la pitié ou une obligation de sa part. C'était une attention sincère, de la part de quelqu'un qui voulait vraiment passer du temps avec moi. Nous parlions pendant des heures, du travail, de livres, de nos familles, de tout sauf de Camille, jusqu'à un soir où Elodie a abordé le sujet elle-même. Je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu étais heureux? Vraiment heureux, je veux dire, avant tout ça? J'y ai réfléchi honnêtement. La dernière année? Non. J'essayais d'être heureux. J'essayais de la rendre heureuse, mais elle était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un qui semblait en vouloir au monde entier pour la vie que nous menions. Elle nous en voulait. Elle m'appelait pour se plaindre de ta routine, de votre vie prévisible, de son sentiment d'être piégée, a révélé Elodie, en me regardant avec une sorte de douleur dans les yeux. Je t'ai toujours défendu. Je lui ai toujours dit qu'elle avait de la chance d'avoir quelqu'un de stable, de loyal et de gentil. 6 semaines après le départ de Camille, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me terrifier, mais qui m'a semblé la chose la plus naturelle du monde, je n'avais pas pensé à Camille depuis 3 jours. À la place, je pensais à Elodie, à son rire quand je faisais des blagues stupides, à la façon dont elle m'écoutait vraiment écouter et au confort que je ressentais quand elle était dans ma maison, dans mon espace, dans ma vie. J'étais en train de tomber amoureux de la sœur de ma femme, et je n'allais plus lutter contre ça. Un jeudi soir, j'ai invité Elodie à dîner. Pas en tant que l'amie qui me soutenait dans la pire période de ma vie, mais comme quelque chose de plus. J'ai cuisiné, vraiment cuisiné, pas juste commandé à emporter. Un poulet aux herbes avec des légumes rôtis et une purée maison, le genre de repas que Camille qualifiait toujours de « trop d'efforts pour juste nous deux ». Elodie est arrivée avec une bouteille de vin et ce sourire qui était devenu le meilleur moment de mes journées. Elle portait une robe d'été bleue qui faisait ressortir ses yeux. Pour la première fois depuis qu'elle venait, j'avais l'impression que c'était un rendez-vous. « Ça sent incroyablement bon », a-t-elle dit. « Depuis quand tu sais cuisiner comme ça ?» J'ai toujours su. C'est juste que Camille ne voulait jamais que je me donne cette peine, ai-je répondu. C'est elle qui perd, a rétorqué Elodie, et la façon dont elle l'a dit a fait accélérer mon cœur. Nous avons dîné à la table de la salle à manger, avec de vraies bougies et la belle vaisselle qui n'avait pas servi depuis des mois. La conversation était fluide, comme toujours avec elle. Mais ce soir-là,
il y avait une tension sous-jacente que nous évitions tous les deux depuis des semaines. Élodie, ai-je dit alors que nous finissions le plat principal. J'ai besoin de te dire quelque chose. Elle a posé sa fourchette, soudainement sérieuse. D'accord. Je veux te remercier pour tout ce que tu as fait ces 2 derniers mois. D'avoir été là, de t'être soucié de moi, de m'avoir empêché de sombrer. Thomas, c'est ce que font les amis, a-t-elle commencé à protester. Tu es plus qu'une amie, ai-je interrompu, les mots sortant doucement mais fermement. Tu as été là chaque jour. Tu t'es plus soucié de moi ces 8 dernières semaines que Camille ne l'a fait durant la dernière année de notre mariage. Les joues d'Élodie sont devenues roses. Thomas, a-t-elle murmuré. J'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Je ne dis pas ça pour créer un malaise entre nous. Je veux juste que tu saches que tu comptes pour moi. Pas comme la sœur de Camille. Tu comptes pour moi en tant qu'Élodie. Elle a baissé les yeux sur nos mains jointes pendant un long moment. Quand elle a relevé la tête, ses yeux brillaient de larmes non versées. Tu comptes pour moi aussi, a-t-elle avoué doucement. Le mois suivant, nous avons passé presque toutes nos soirées ensemble. Parfois chez moi, parfois dans son appartement, parfois simplement à marcher dans un parc. Un soir, nous sommes allés au cinéma. Et quand je l'ai ramenée chez elle, aucun de nous ne voulait que la soirée se termine. Nous sommes restés dans la voiture à discuter jusqu'à près de minuit. Quand elle a finalement attrapé la poignée de la portière, je lui ai retenu la main. Élodie. Elle s'est tournée vers moi, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a coupé le souffle. Une permission. De l'espoir. Le même sentiment qui grandissait entre nous depuis des semaines. Je l'ai embrassée. Doucement au début, avec hésitation, lui laissant toute possibilité de se reculer. Au lieu de ça, elle m'a rendu mon baiser avec une douceur qui m'a serré la poitrine. Quand nous nous sommes séparés, elle a appuyé son front contre le mien. Est-ce que c'est mal, a-t-elle murmuré. Elle m'a quitté, ai-je dit fermement. Elle a choisi de partir. Je sais. Mais c'est ma sœur. Elle a fait son choix, Élodie. Je fais le mien. Progressivement, Élodie a commencé à laisser des affaires à la maison. Une brosse à dents, quelques vêtements pour quand elle restait dormir, sa tasse de café préférée. C'était naturel, organique, comme si sa place avait toujours été ici, d'une manière que Camille n'avait jamais vraiment occupée. Pendant que notre relation s'approfondissait, je m'occupais des questions pratiques. L'avocat que j'ai consulté a confirmé ce que je soupçonnais, comme la maison était uniquement à mon nom et achetée avec mes fonds propres d'avant le mariage, Camille n'y avait aucun droit. Sans enfant et Camille n'ayant rien contribué financièrement depuis 3 ans, le divorce serait simple. Elle a commis un abandon du domicile conjugal, m'a expliqué l'avocat. Combiné à sa propre lettre où elle admet être partie pour explorer d'autres options, elle n'a aucun levier. J'ai fait préparer les papiers du divorce, mais je ne les ai pas encore déposés. J'attendais. Je savais que Camille reviendrait, probablement quand son aventure deviendrait trop chère, trop solitaire, ou les deux. Je voulais être prêt. J'ai aussi changé les serrures, consolidé nos comptes bancaires joints en un seul compte à mon nom, et je les retiré de mon assurance santé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la logique. Elle avait choisi de partir. Je choisissais d'avancer. Élodie était au courant de tout. Elle va devenir folle quand elle l'apprendra, a-t-elle dit un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Pour nous, je veux dire. Je me suis arrêté de couper les légumes et je les regardais. Est-ce que ça te va? Quoi qu'il arrive quand elle reviendra. Le sourire d'Élodie était petit mais féroce. Thomas, ma sœur a jeté la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Elle n'a pas le droit d'être contrariée si quelqu'un d'autre reconnaît ta valeur. Ça pourrait devenir moche, ai-je prévenu. Laissons les choses devenir moches. Elle a fait son choix il y a 3 mois. Tu as fait le tien. Elle ne peut pas revenir et prétendre qu'il n'y a pas de conséquences, a-t-elle répondu fermement. J'ai souri sombrement. Bien. Qu'elle ressente ce que j'ai ressenti en lisant cette lettre. Exactement 3 mois après le départ de Camille, Élodie et moi étions dans le salon quand nous avons entendu une voiture se garer dans l'allée. Nous avons échangé un regard entendu. Nous savions tous les deux que ce moment arriverait. Je me suis dirigé vers la porte, les papiers du divorce déjà dans la poche de ma veste.
Élodie se tenait à mes côtés, sans plus se cacher. On a frappé. J'ai ouvert la porte. Camille était là, avec sa valise, le mascara coulé, l'air de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Elle avait raison. Ses premiers mots étaient empreints d'une certitude qui allait voler en éclats en quelques secondes. « Thomas, je suis à la maison », a-t-elle déclaré, comme si rien n'avait changé. L'audace de ce mot, « maison », m'a frappé comme un coup. 3 mois de silence, d'abandon, et elle osait appeler cet endroit sa maison, comme si elle ne l'avait jamais quitté. Je n'ai pas bougé. Les yeux de Camille ont balayé la pièce derrière moi et elle a vu Élodie dans la cuisine, portant l'un de mes vieux sweatshirts de l'université. La vision l'a frappée comme un marteau. « Élodie ? Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, sa confusion grandissant. Élodie s'est avancée calmement, s'est tenue à mes côtés avec une intimité naturelle, et a prononcé la phrase qui a fait s'effondrer le monde de Camille. « Je vis ici maintenant. » Le visage de Camille s'est vidé de toute couleur. « Quoi » a-t-elle suffoqué, incrédule. Ma voix était froide, sans émotion, quand j'ai parlé. « Tu es parti. Tu as fait ton choix. J'ai fait le mien. » Le désespoir de Camille a éclaté. « Thomas, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je le réalise maintenant. Je veux rentrer à la maison. Je veux qu'on arrange les choses », a-t-elle plaidé frénétiquement. Elle pleurait, le mascara coulant sur ses joues, les mains tremblantes alors qu'elle essayait de me toucher. Je n'ai pas reculé. J'ai sorti l'enveloppe de ma poche et je la lui ai tendue. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, même si elle le savait déjà. « Les papiers du divorce. Signe-les. » Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. La réalité des conséquences permanentes la frappait de plein fouet. « Thomas, non. S'il te plaît. Je t'aime. » J'étais confuse. J'avais juste besoin de temps. Je l'ai coupé avec une précision brutale. « Tu as eu ton temps. Tu as choisi de jeter 7 ans de mariage pour des inconnus. Maintenant, tu fais face aux conséquences. J'ai fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. » Sa voix est montée dans les aigus. Élodie est intervenue, sans méchanceté, juste avec honnêteté. « Tu n'as pas fait une erreur, Camille. Tu as fait un choix. Tu as quitté un homme bon parce que tu étais égoïste. Et maintenant, il a trouvé quelqu'un qui l'apprécie vraiment. » Camille s'est retournée contre sa sœur avec venin. « Tu couches avec mon mari ?» La réponse d'Élodie fut calme, définitive. « Ex-mari. Dès que tu auras signé ces papiers. » Camille s'est effondrée à genoux sur le seuil, sanglotant. « S'il te plaît, Thomas, donne-moi une autre chance. Je n'ai nulle part où aller. J'ai dépensé tout mon argent. Je n'ai plus rien. » Ce détail a révélé la nature de son « exploration », dépenser de l'argent dans des hôtels, des bars, des rendez-vous avec d'autres hommes, un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je l'ai regardé sans pitié, sans colère, juste avec une finalité absolue. « Signe les papiers, laisse-les dans la boîte aux lettres, et ne reviens pas », ai-je ordonné froidement. J'ai fermé la porte. Dehors, nous entendions Camille marteler la porte, pleurer, supplier. Nous n'avons pas ouvert. 1 heure plus tard, le silence est revenu. Un moteur de voiture a démarré. Camille était partie. 2 semaines plus tard, les papiers du divorce signés sont apparus dans la boîte aux lettres. Mon avocat a confirmé que tout était finalisé rapidement. Camille n'a absolument rien obtenu. 2 semaines après la finalisation du divorce, elle est revenue tard dans la nuit. Elle était plus mince, épuisée. « Thomas, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'argent. Juste $1000. Je n'ai nulle part où aller », a-t-elle supplié. Ma réponse a été le dernier clou dans le cercueil. « Débrouille-toi, Camille. » Élodie a ajouté sans méchanceté, juste la vérité, trouve un travail, comme tout le monde. J'ai refermé la porte. La meilleure vengeance n'est parfois pas spectaculaire. C'est simplement de regarder quelqu'un réaliser qu'il a jeté quelque chose d'irremplaçable. Et que vous êtes plus heureux sans lui. Il y a 1 an aujourd'hui, je me suis réveillé dans un lit vide, avec une lettre qui a détruit tout ce que je croyais savoir sur l'amour. Aujourd'hui, je me réveille avec le bras d'Élodie sur ma poitrine, son visage paisible dans la lumière du matin.
Notre chambre. Notre maison. Notre vie. J'ai 30 ans maintenant. Élodie et moi sommes mariés depuis 6 mois. Une petite cérémonie à la mairie avec seulement la famille et les amis proches. Ses parents étaient là, versant des larmes de joie cette fois. Tu as toujours été le fils que nous voulions, m'a dit Laurent à la petite réception. On s'est juste trompé sur laquelle de nos filles était assez intelligente pour t'apprécier. Au travail, j'ai eu une promotion avec un salaire de 88 000 $ par an. Élodie aime toujours son travail d'assistante dentaire. Nous sommes des partenaires dans tous les sens du terme. Nous rénovons la maison ensemble, créant de nouveaux souvenirs. Nous parlons sérieusement d'avoir des enfants, une perspective qui semble naturelle et excitante avec Élodie, alors qu'avec Camille, c'était toujours une obligation que je semblais être le seul à vouloir. Quant à Camille, sa trajectoire est exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Elle cumule 2 emplois à temps partiel, caissière dans une supérette et hôtesse d'accueil dans un restaurant le week-end. Elle vit dans un studio de l'autre côté de la ville. Ses réseaux sociaux, qu'Élodie consulte parfois par curiosité morbide, racontent l'histoire de quelqu'un qui essaie désespérément de se convaincre qu'elle est heureuse. Ses parents lui parlent à peine. Sa relation avec Élodie est totalement inexistante. Camille m'envoie parfois des textos, tard le soir, quand la solitude et l'alcool se rencontrent. Des excuses. Des regrets. Je ne réponds jamais. Je l'ai bloquée, mais elle trouve de nouveaux numéros. Élodie n'est pas menacée par cela. Il n'y a aucune joie à regarder quelqu'un s'autodétruire, même quelqu'un qui le mérite. Mais je mentirais si je disais qu'il n'y a pas une certaine satisfaction à savoir qu'elle comprend maintenant ce qu'elle a abandonné. Est-ce que je me sens coupable pour Élodie? Non. Camille n'est pas partie à cause d'Élodie. Elle est partie parce qu'elle a préféré la nouveauté à la loyauté. Élodie n'a rien volé. Elle était là quand j'avais besoin de quelqu'un, et une véritable connexion est née d'une attention sincère. Camille voulait explorer. Elle a découvert ce qu'il y avait dehors. 3 mois d'aventure sans lendemain et de dîners coûteux avec des hommes qui ont disparu une fois la nouveauté passée. Et qu'a-t-elle trouvé? Que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Que l'excitation s'estompe. Que la vie de célibataire semble beaucoup plus amusante depuis l'intérieur d'un mariage stable que depuis un studio à 2 heures du matin, quand on a 29 ans et qu'on repart de zéro. Elle a appris ce qu'elle avait quand elle l'a perdu. Mais j'ai appris quelque chose de mieux, parfois, ce que l'on pense avoir perdu ne fait que laisser la place à ce dont on avait réellement besoin. À tous ceux qui m'écoutent, et qui traversent peut-être une situation similaire, voici ce que j'ai appris, n'attendez pas des gens qui ne voient pas votre valeur. Ne donnez pas de seconde chance à ceux qui ont choisi de partir. Ne mettez pas votre vie en pause pour quelqu'un qui traite votre relation comme une supérette, un endroit d'où l'on peut sortir et espérer retrouver tout à sa place en revenant. La vie est trop courte. La bonne personne est quelque part, parfois plus proche que vous ne le pensez. J'en suis la preuve vivante. On dit que certaines personnes ne réalisent la valeur des choses qu'une fois qu'elles les ont perdues. Camille a appris cette leçon. Mais j'en ai appris une meilleure, parfois, ce que l'on croit avoir perdu ne fait que laisser la place à ce dont on avait réellement besoin. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez, ou y a-t-il eu un rebondissement que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux de lire vos réactions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons la discussion. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose des histoires nouvelles et fascinantes chaque jour. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt pour la prochaine histoire.